Bonjour et bienvenue à ce dernier épisode de la saison d'hiver 2024 de Lumière du Monde. Nous clôturons aujourd'hui notre 38e saison avec vous, un voyage commencé en 2005. Pour marquer la fin de cette saison, nous vous amenons dans les coulisses de notre émission au cœur des services diocésains pour rencontrer ceux et celles qui en font la lumière. Mais avant ça, dans le cadre de la série Divine Influence, nous découvrons Simone Voisine, une religieuse atypique et surprenante qui s'est dévouée toute sa vie pour les jeunes, les plus démunis, ainsi que pour la langue française. Restez à l'écoute pour plonger dans son histoire remarquable. Bienvenue à Lumière du Monde. La soupe populaire est une œuvre bien connue dont la mission consiste à offrir des repas aux personnes les plus démunies. Dans les années 90, la soupe populaire connaît un renouveau. Derrière cette expansion se trouve une femme déterminée et joyeuse. Religieuse dans la communauté des Sœurs de la Charité, mais aussi syndicaliste, enseignante, passionnée de culture et militante souverainiste, la vie de Simone Voisine est marquée par un engagement sans faille auprès des autres. Elle est guidée par un sens aigu de la justice qu'elle puise dans sa compréhension de l'Évangile. Simone Voisine naît en octobre 1927 à Saint-Pascal de Kamouraska. Elle est l'aînée d'une famille de 6 enfants. Sa mère, Blanche Moreau, est une ancienne enseignante et son père, Joseph Voisine, est, selon ses mots, bohème et indépendant. Simone grandit donc dans une famille pauvre mais non miséreuse. L'environnement de famille créé par ses parents est déterminant pour elle. Simone va naître dans une famille politisée et assez éveillée. Son père, c'est un vrai bleu. Dans la maison familiale, il y a un buste Duplessis qui trône. Sa mère, elle veut ouvrir les horizons de ses enfants en leur faisant lire les journaux et aussi elle leur commente l'actualité internationale, particulièrement des situations d'injustice, guerre, famine, pauvreté. Simone va être sensibilisée très jeune aux inégalités sociales. J'ai connu le milieu familial de Simone avec elle. Je suis allé dans sa maison natale avec elle en voiture. J'ai rencontré le lieu. Pour elle, sa mère, c'était un personnage absolument fantastique qui a vraiment mené une vie exemplaire de mère, d'épouse et de chrétienne. Moi, je me reconnais beaucoup dans Simone parce que finalement, on a, j'allais dire, une trajectoire à peu près similaire. On vient de la ruralité. Elle avait une mère qui était soucieuse, disons, que les enfants aillent à l'école. Moi, j'ai fait le collège classique. Elle a fait l'école normale, mais ensuite, elle a fait l'université. J'ai fait aussi l'université. À l'école, Simone est assez douée. Et comme c'est le cas pour bien des filles à son époque, elle va quitter l'école à 14 ans et puis elle va aller travailler au couvent de Kamouraska. Pour elle, ça va être un véritable lieu d'émancipation. Simone passe 2 ans à travailler à la congrégation Notre-Dame à Saint-Pascal pour finalement retourner sur les bancs d'école au Juvénat de Saint-Antoine de Kamouraska. C'est là qu'elle se laisse finalement interpeller par le mode de vie religieuse, plus particulièrement par la communauté des Sœurs de la Charité. Ces dernières ont un couvent attenant au Juvénat et leur mentalité d'humilité rejoint particulièrement la jeune Simone. En juillet 1945, âgée de 17 ans, Simone quitte le Bas-Saint-Laurent pour entrer au noviciat à Québec. Ce qui attire Simone chez les Sœurs de la Charité, c'est leur vie entièrement donnée pour les pauvres. C'est pour elle l'accomplissement de ce à quoi elle aspire. Les Sœurs de la Charité sont arrivées à Québec dans les années 1850. Elles étaient déjà à Montréal et c'est quand même d'aller
au-devant des gens les plus pauvres, les plus démunis, qui n'avaient pas de service, que ce soit en santé ou en éducation, ou même simplement dans la vie ordinaire. Donc, le mandat de ces sœurs-là était assez large et qu'elles ont continué dans tous ces secteurs-là, autant santé, éducation et, je dirais, social. Après ces années de formation, Simone devient enfin religieuse. Et là, on la nomme à un poste d'enseignante. Sœur Simone devient enseignante à l'âge de 19 ans et le restera ensuite pendant 45 ans. Dans tous les établissements où elle passe, sa manière d'enseigner, avant-gardiste, marque et étonne. Elle est proche des élèves, au point que sa communauté lui reproche une trop grande familiarité avec eux. Cette tension entre les règles strictes de l'époque et la manière de faire de Simone, proche des gens, la suivra toute sa vie. Si cela la confronte beaucoup lors de ses débuts, elle s'en accommodera au fur et à mesure avec souplesse, guidée par une grande liberté de pensée. Dans les années 50, Simone va être affectée sur l'île d'Anticosti. Comme elle le disait elle-même, ça ne sera pas très long qu'elle va connaître tout le monde, particulièrement les familles et les enfants. C'est qu'à chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un, elle va chercher chez cette personne-là probablement ce qu'il y a de plus précieux ou de plus important dans la vie de cette personne-là. Elle a une espèce d'empathie vis-à-vis des gens qui fait que les gens se sentent reconnus quelque part par le regard de Simone, la façon dont elle parle avec les gens. Par contre, son approche un peu novatrice ne correspond pas tout à fait aux façons de faire préconisées à l'époque. Alors, elle essaie de s'ajuster, mais après 4 ans, on va devoir la rappeler à Québec. Il est évident que Simone était un petit peu hors norme dans sa communauté, simplement par ses intérêts, mais surtout par sa façon d'agir. Donc, c'était un petit peu une dissidente dans sa communauté, mais en même temps très fidèle à sa communauté. Moi, j'ai toujours connu Simone à faire ses prières et à faire son bréviaire quotidien d'aller à la messe, etc., même quand on était en vacances. C'est quand même quelqu'un qui a bâti son autonomie, qui a bâti sa liberté, qui a bâti ses engagements en ne se faisant rien imposer. C'est-à-dire, même si elle était dans des cadres religieux et de sa communauté, quand on voit la trajectoire qu'elle a faite, elle avait une marge de manœuvre extraordinaire. Et puis je pense que c'est le résultat de sa propre construction. De retour à Québec, Sœur Simone entreprend des études à l'Université Laval. Elle va faire un bac en lettres, des études en cinéma, une maîtrise en littérature québécoise, puis aussi elle va débuter un doctorat dans la même matière. Puis, elle va poursuivre l'enseignement dans les établissements des Sœurs de la Charité, tant au niveau primaire, secondaire et aussi collégial. Moi, je l'ai connue surtout quand elle était au cégep. Je suis allé au cégep. Et les gens aimaient Simone. C'était un bon prof. Et donc, professionnellement, c'était quelqu'un de bien organisé, qui transmettait bien sa matière. C'est le témoignage que j'en ai eu. Sœur Simone, comme enseignante, était un peu comme elle l'était partout dans sa vie. Elle avait un certain nombre d'exigences, mais ces exigences correspondaient au fait qu'elle-même était exigeante pour elle. Donc, quand elle enseignait en français, c'était une femme qui maîtriserait parfaitement la langue française. Donc, elle montrait à ses élèves la beauté de bien maîtriser sa langue. Sa communauté va rapidement voir qu'elle est à l'aise avec les jeunes, alors on va lui demander d'organiser des activités socio-culturelles. Elle va alors rassembler les jeunes pour organiser ces activités-là avec eux. Ils vont mettre en place un ciné-club, ils vont organiser des événements
pour promouvoir la poésie et la chanson québécoise. Elle va organiser des spectacles et des récitals et c'est là qu'elle va tisser des liens particuliers avec multitude d'artistes. On pense à Raymond Lévesque, Clémence Desrochers, Claude Léveillé et même Félix Leclerc. C'est une femme de grande culture universelle et très collée à son Québec. Hein. Elle a fréquenté Félix Leclerc, Gilles Vigneault, Yvon Deschamps, parce qu'elle avait un grand copain, Jobin, qui avait des salles de théâtre, qui était agent d'artistes. Alors, même en France, elle a fréquenté aussi. Simone a vécu dans un monde d'artistes sans que ça crée de difficultés, autant pour les artistes que pour elle, puisqu'elle était la même, qu'elle soit dans l'enseignement, dans la communauté, avec les gens de la politique ou le monde des artistes. Simone était toujours la même personne, c'est-à-dire une empathie, une générosité et une façon de mettre en valeur la personne qui lui parle. Religieuse, enseignante, férue de culture, Simone est une femme multiple et débordante d'énergie. Son engagement politique au sein du Parti québécois, puis du Bloc québécois, ainsi que ses responsabilités et son implication dans des syndicats continuent de nous révéler le portrait surprenant de cette religieuse hors norme. C'est à Gaspé, où elle enseigne de 1975 à 1993, qu'elle débute son implication syndicale. C'est quelqu'un, franchement, qui impressionnait. Hein? D'abord, elle est toute menue. Hein? C'est une petite personne physique, mais une très grande personne, à la fois intellectuelle, mais extraordinairement pragmatique. C'est quelqu'un, d'abord, qui écoutait beaucoup et qui avait des analyses tout à fait justes. Elle traduisait très, très bien les réflexions puis les attentes des gens avec lesquels elle travaillait. Elle identifiait très bien c'est quoi les solutions qui étaient aménageables. Et elle avait des qualités de leader au plan des propositions, au plan de la fidélité qu'elle avait à représenter son monde. Donc, elle avait une autorité. Quand Simone était à Gaspé et qu'elle est devenue présidente du Conseil central de la CSN à Gaspé, elle a été liée à toutes les revendications et toutes les organisations syndicales de la région. Donc, elle a fait du piquetage, elle a fait des manifestations et elle a aidé tous les gens comme présidente du Conseil central. Elle a créé un journal, elle a organisé des manifestations, elle participe au piquetage et puis aussi elle a même fondé le regroupement des femmes de Gaspé. Lors de la grève des garagistes en Gaspésie, elle s'est fait un devoir d'aller les rejoindre sur la ligne de piquetage tous les matins avant d'aller enseigner au cégep, et ce, pour 4 mois. Sœur Simone a aussi un grand amour de la langue française et de la culture québécoise. Voyant à quel point cet héritage si précieux pour elle est menacé, elle va décider dans les années 70 de s'impliquer en politique. Alors elle va devenir membre du Parti québécois, puis même si elle n'aime vraiment pas ça, elle va se mettre à faire du porte-à-porte. On a toujours été habité par des valeurs, mais on avait un souci d'action. C'est-à-dire de donner des bras à ces valeurs, de donner je dirais, du concret aux rêves. Et Simone, je pense que c'est ce qu'elle a fait. Donc, quand il est arrivé que des amis que Simone avait connus dans d'autres secteurs sont devenus des agents politiques, pour ne pas dire des ministres, Simone s'est engagée à travailler pour ces personnes-là. Je pense entre autres à Agnès Maltais.
pour laquelle Simone a vraiment fait même du porte-à-porte pour qu'on puisse la réélire dans la région. En 80, elle va s'engager dans la cause souverainiste. Pour elle, c'est non seulement une façon de protéger la langue et la culture québécoise, mais elle voit dans ce projet-là une façon de favoriser la solidarité entre les Québécois. Donc Simone a été vraiment, je crois, une indépendantiste souverainiste au Québec pour garder la fierté de notre langue et du pays que nous sommes. On pourrait ajouter aussi que c'était dans la suite de la vocation religieuse de Simone de garder la foi et la langue au Québec. Après une carrière d'enseignante dans l'Est du Québec, Sœur Simone rentre à Québec âgée de 65 ans. Elle commence alors à s'impliquer à la Soupe populaire qui distribue des repas aux personnes démunies. Elle débute ainsi ce qu'elle considère qu'elle a accompli de plus important au cours de sa vie. La Soupe populaire a sans doute été son œuvre la plus marquante de par les traces tangibles qu'elle y a laissées et qui portent du fruit encore aujourd'hui. Simone, quand elle rentre là-dedans, elle change tout ça complètement. C'est de dire c'est l'accueil qui est le plus important. Donc, il faut être capable d'aller chercher les gens dans ce qu'ils ont de fragilité, les nourrir, mais les accueillir comme du monde ordinaire. Et ça a fait toute une différence. Et là, la soupe a pris un essor. Et comme Simone avait bien du monde qu'elle connaissait dans toutes sortes de milieux, bien, tu sais, ça a explosé. Il fallait que tout soit parfait. Les plateaux, l'ambiance, la nourriture, l'accueil, la propreté. En fait, il n'y avait rien de trop beau pour accueillir ceux qu'elle considérait comme des reines et des rois. J'ai eu du fun, tu sais, à chaque jour. Je venais travailler parce que c'était plaisant de travailler avec. Sans ça, il y a une gang qui a renoncé. Il fallait qu'ils essayent, tu veux dire, prendre soin du monde, des élèves qu'il y avait là, puis tu sais, toujours faire attention. À chaque personne, tu sais, il y avait sa petite chose, un cadeau, puis tu sais, c'était la fête de ma petite fille, elle faisait un cadeau à ma petite fille, tu veux dire, puis elle voulait avoir une petite photo, tu sais. Alors Simone, c'est d'abord une femme libre, émancipée, profondément amoureuse, solidaire, et qui a toujours eu un grand projet et qui s'est constamment organisée pour le réaliser très concrètement. Décédée le 14 décembre 2019, à l'âge de 92 ans, l'héritage de Sœur Simone Voisine est récent, mais non moins riche et concret. Nous sommes ici dans le cimetière des Sœurs de la Charité de Québec, où repose Sœur Simone. Toute sa vie, elle l'a donnée aux autres, choisissant de vivre les valeurs de l'Évangile dans sa chair, dans ses actions. Dotée d'une grande autonomie intellectuelle, elle nous marque par l'authenticité de son amour pour les autres, affranchie des préjugés. Toute sa vie, elle a eu à cœur de donner Dieu aux autres de la manière qui lui semblait le plus juste, en exerçant la charité. Donc, c'est un témoin extraordinaire de l'évolution émancipatrice du Québec des années 50, 60 et 80. Et elle a participé à ça dans tous les engagements qu'elle a assumés. Au bout de tout ça, quand je regarde tous les secteurs de la vie dans lesquels Simone a eu des interventions, c'est toujours la même femme pleine d'empathie envers les autres. Et sa foi était donc le moteur principal de toute son activité. Un modèle de citoyenne, un modèle de pédagogue, puis un modèle de femme humble, militante, mais partout où elle est passée. Elle était formatrice, elle était
organisatrice. Et puis, elle inspirait. Elle inspirait les gens avec qui elle travaillait. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de l'équipe qui réalise votre émission Lumière du Monde. Alors, je suis ici, au service diocésain de Québec, où se situent les bureaux de l'équipe. Tout le monde s'est réuni aujourd'hui pour vous accueillir. Allons les rencontrer. Valérie Roberge-Dion est la directrice des communications du diocèse de Québec. C'est la boussole de l'équipe. Elle aligne nos orientations sur les préoccupations de notre Église et de notre société. Toujours à l'affût de l'actualité, Valérie a le souci que CDQ.tv rejoigne le plus largement possible le monde d'aujourd'hui. Bonjour Valérie, je viens de poser une petite question. Bonjour Geneviève. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la mission et l'importance de ECDQ.tv? ECDQ.tv existe depuis bientôt 20 ans. On est là pour accompagner, pour vous accompagner, pour marcher avec vous sur votre itinéraire spirituel, votre itinéraire communautaire aussi. On est la voix du diocèse catholique de Québec. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on présente Jésus-Christ, un personnage extraordinaire qui a changé de façon extraordinaire la vie de milliards de personnes à travers l'histoire de l'humanité. On est aussi là pour faire un reflet de la vitalité des communautés chrétiennes, de vos communautés, et pour refléter à quel point les valeurs qui nous habitent sont aussi mises au service de la transformation de la société dans tous les enjeux sociaux qui sont importants. On le fait avec grand plaisir, d'autant plus que cette année, c'est en fait nos 350 ans de sens et d'action. Le diocèse de Québec qui était le premier diocèse en Amérique du Nord au nord du Mexique. Alors, on est toujours au rendez-vous depuis bientôt 20 ans. Quel beau travail, quelle belle équipe. Lâchez pas, merci d'être à la barre. À la prochaine! Nous, on s'en va de l'autre côté rencontrer Amélie. Vous me voyez peut-être plus souvent comme journaliste à ECDQ.tv, mais ce que vous ne savez pas, c'est que c'est moi aussi qui est édimeste et qui s'occupe de la gestion de nos réseaux sociaux. Alors, je vois passer tous vos beaux commentaires, vos réactions sur nos réseaux sociaux, les partages que vous faites. C'est toujours enthousiasmant de voir que vous aussi, vous participez à la mission de ECDQ.tv. Moi, je vous souhaite un très bel été. Puis en passant, restez bien à l'affût parce qu'on va continuer à mettre des vidéos courtes inédites tout au long de l'été. Nous allons maintenant rencontrer Martin Bolduc, coordonnateur de la web télé ECDQ.tv et agent pastoral. Il est membre fondateur de la web télé, caméraman, monteur, réalisateur. Martin, notre pierre angulaire, réalise nos productions avec talent et un amour indéfectible pour l'Église. Bonjour Martin! Pourrais-tu nous parler des différentes productions que ECDQ.tv fait en dehors de notre émission Lumière du Monde? Certainement. En fait, depuis quelques mois, on fait des vidéos courtes. Des vidéos courtes, c'est des déclinaisons de nos vidéos habituelles qu'on met sur TikTok, sur Short, ça c'est YouTube, et sur Reel, sur Facebook. Alors, c'est un nouveau monde pour nous, mais ça vaut la peine parce qu'on rejoint des centaines de milliers de personnes. Ainsi, on a près d'1 million de visionnements la dernière année. Il y a aussi, je pense, des balados, n'est-ce pas? Absolument. On a un nouveau jeune homme qui est vraiment extraordinaire, Jonathan Picard. Il faut vraiment découvrir son balado catholique sceptique. Il est génial. Et on a aussi un balado sur les femmes avec Mélanie Tremblay et d'autres balados avec l'abbé André, avec Christian Beaulieu. Allez découvrir ça sur le site de balado de CDQ. Alors allez visiter la page Facebook de CDQ.tv. Abonnez-vous pour ne rien manquer à toute l'actualité diocésaine qui se passe sur cette page. Sœur Carmen Gravel est relationniste et rédactrice de l'Infolettre. Sœur Carmen est une présence bienveillante et un rayon de soleil pour CDQ et ses milliers de fans. Mais comme elle est absente, elle nous a laissé un message ce matin. Bonjour. Alors moi, j'ai la joie et je dirais le privilège de travailler avec mes collègues de ECDQ.tv en communication. J'y suis depuis bientôt 17 ans et je trouve que je suis un transmetteur important dans le sens que j'utilise ce que préparent mes collègues pour faire une infolettre que je fais parvenir à au-delà de 2000 personnes. Et je suis très heureuse d'accomplir cette belle mission pour faire connaître et aimer Jésus. Danny est revenu à son poste. On va aller le déranger. Danny Bouffard est notre dévoué technicien et passe des centaines d'heures devant son ordinateur pour nous livrer des vidéos exceptionnelles. On le surnomme le Lucky Luke du montage vidéo car il travaille plus vite que son ombre. Bonjour Danny! Salut! Alors, qu'est-ce que tu fais à ECDQ.tv depuis de nombreuses années? En
fait, depuis 2010 environ, je suis au montage vidéo pour l'émission Lumière du Monde. Donc, j'arrive à peu près à un peu plus que 400 émissions à laquelle j'ai pu collaborer. Ça fait beaucoup de boulot. Alors, et puis, est-ce que tu pourrais nous parler du matériel qu'on a ici à ECDQ.tv qui nous permet de faire toutes ces réalisations, toutes ces productions? Oui, le matériel, en fait, juste pour vous montrer, par exemple, une petite amélioration. Avant, on travaillait avec des disques durs qui ressemblaient à ça. Maintenant, un disque dur qui ressemble à ça. Ouais, une bonne amélioration. Puis j'ai un bon poste de travail, un grand écran. C'est beaucoup plus agréable de travailler quand on peut travailler de manière efficace. Puis j'ai entendu dire aussi que vous avez du matériel qui commence à vous lâcher. Oui, effectivement, il y a des choses qui sont dues pour être renouvelées. Et si vous réussissez à renouveler votre matériel, eh bien, c'est grâce à tous les petits et grands dons qui vous sont faits, qui sont faits à ECDQ.tv. Si vous êtes intéressé à encourager la mission de ECDQ.tv, je vous invite à vous rendre à l'adresse au bas de l'écran. Nous vous invitons également à considérer un don à votre paroisse locale. Votre soutien financier permettra à votre paroisse de continuer à être un phare de lumière dans votre quartier. À ce propos, regardons ce reportage sympathique sur la campagne majeure de financement des paroisses qui a lieu en ce moment. Moi, j'ai besoin d'un espace, d'un lieu où je peux rencontrer les autres membres de la communauté pour qu'on puisse vivre ensemble, progresser, avancer dans notre relation avec Dieu. Il faut contribuer, d'accord, par des dons, par des offrandes, pour que l'œuvre dure et puis pour pouvoir poursuivre des formations et entretenir la jeunesse qui s'en vient pour assurer la relève. Je donne financièrement ma paroisse à chaque année parce que c'est important d'assurer la pérennité des services en paroisse. C'est pour ça que c'est important de donner ce qu'on peut, de contribuer à notre façon là, pour permettre le déploiement de toute cette belle mission. Je vous remercie d'avoir suivi notre émission semaine après semaine. Je suis heureuse d'avoir été avec vous encore cette année. Je vous souhaite un printemps et un été fabuleux. On continue à vous accompagner dans les prochains mois avec des reprises, mais vous pouvez suivre l'actualité sur la page Facebook de ECDQ.tv. Revenez-nous l'automne prochain pour une nouvelle saison de Lumière du Monde. Portez-vous bien!